Donc c'est vrai que ça a donné d'ailleurs, franchement, un peu tout le long du Grand Prix, ils ont subi finalement la situation Mercedes. Et c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude d'imposer une stratégie et d'être en amont de la stratégie, alors que là, franchement, on a eu le sentiment qu'ils essayaient de se caler, ils ont été en retard dans la décision. Finalement, on en parlait un petit peu en off tous les deux. Pourquoi ne pas décaler les deux stratégies entre Hamilton et Bottas? On a l'impression d'une espèce de lourdeur, on va pas dire administrative, mais il y a un moment donné, on a presque un petit peu l'impression qu'ils ont du mal dans la réactivité, là où on sent Red Bull extrêmement réactif et capable de prendre les risques et les décisions extrêmement rapidement. Mercedes, on a l'impression d'une espèce un peu de lourdeur et depuis 2-3 Grands Prix, un peu en retrait. Et bon, de toute façon, ils le savent et c'est un sujet qui est abordé en ce moment beaucoup par leur pilote avec Hamilton, qui se pose quelques questions à comprendre pourquoi. Et à un moment donné, là, ils ont pris le pas sur Red Bull. Mais c'est vrai que la stratégie, le fait de toute façon, ils le savaient, de ne pas arrêter Hamilton dans les 2 tours qu'on suive, ils le savaient de toute façon que Verstappen allait passer devant. Donc Mercedes perd le commandement et on arrive au 33e tour où là on se doute, Tristan, je pense que tu es comme moi, tu t'es souvenu de Barcelone où on se souvient très bien qu'Hamilton plonge dans les stands et qu'effectivement ça surprend Red Bull. Et là on s'est dit, il y en a forcément une des deux équipes qui va tenter le 2e arrêt au stand pendant que l'autre tentera d'aller au bout. Bon, qui allait prendre l'initiative? Moi, je me souviens avoir pensé que 22 tours avant l'arrivée, puisqu'il y avait 55 au total, on est au 33e tour, il y a encore 22 tours à faire, on arrête Verstappen. Moi, j'ai craint que c'était too much, quoi. Est-ce que tu te souviens avoir pensé quelque chose ou avoir... Toi, d'ailleurs, naturellement, tu préférerais tenir les pneus jusqu'au bout, en tant que pilote, là, je parle, hein, ou est-ce que tu aimerais plus des stratégies agressives? Alors, c'est franchement des sujets qui ne sont pas évidents parce que des fois, on se les pose, nous-mêmes en endurance. C'est pas forcément, c'est pas évident d'avoir cette réponse. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre dégradation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que Mercedes et Hamilton, parce qu'à un moment donné du Grand Prix, je ne sais plus exactement à quel tour, ils ont une conversation et Hamilton les rassure sur la tenue des pneus. Et il était en dur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pendant une dizaine de tours, Hamilton a aligné des temps qui étaient très corrects. Et effectivement, ils ont un problème un peu de graining au départ et il se nettoie et à ce moment-là, après, il a tenu un rythme qui pouvait tout à fait laisser penser que la stratégie à un arrêt pouvait être la bonne. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment longtemps. Et je pense au-delà du 35e tour, Hamilton était plutôt satisfait du comportement de la voiture, même si ce n'était pas évident, le pace, le rythme en course était bon. Et à un moment donné, ils auraient pu réfléchir à une stratégie un peu différente et ils ont fermé cette fenêtre parce qu'ils ont laissé Hamilton en piste trop longtemps. Mais à un moment donné, il y a une conversation à la radio entre Hamilton et le team et Hamilton est plutôt rassurant. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. En plus, Hamilton, c'est un maître dans la gestion des pneus. Combien de fois il en a fait des Grands Prix, Exactement. Et je pense que lui-même, à un moment donné, s'est senti plutôt correct. Il a demandé les écarts. L'ingénieur l'a rassuré. Et c'est vrai que pendant une dizaine de tours, on s'est dit Hamilton va gagner. Oui. Parce que s'il tient ce rythme, Verstappen ne reviendra pas. Voilà, c'est ça. Et moi, je ne peux même pas m'empêcher de penser que Verstappen n'y a pas tout le temps cru non plus. Exactement. Voilà. Exactement. Et honnêtement, il y a un moment donné, franchement, on pensait que, et moi-même, je me suis dit, bah là, bon, ok, il a encore gagné. Ouais. Là, bravo. Ça va pas le faire. Et finalement, ça s'est écroulé. Oui. Et les 10 derniers tours ont été catastrophiques. Alors, c'est ça. Pour les 2 pilotes Mercedes. Alors ça s'est écroulé pour 2 raisons, j'ai l'impression. La non-résistance de Bottas. C'est sûr que j'imagine la stratégie Mercedes, on suppose qu'il y a un tampon, un élément tampon qui va bloquer encore plus évidemment. On n'est pas censé le penser, mais enfin on pouvait l'imaginer. Et c'était le rôle dévolu à Bottas, c'est de bonne guerre, on va dire ça, on l'a tous anticipé. Or, Bottas ne résiste pas du tout à Verstappen et même pas à Pérez. Bah, pas résister. Si, il a essayé. Enfin, on ne peut pas dire qu'il a réussi.
Mais non, là, enfin, moi, ça m'a fait hurler. Parce que c'était le seul, à un moment donné, quand on a vu le rythme de Verstappen et la dégradation d'Hamilton, le seul rempart à la victoire de Verstappen, on pouvait tout à fait l'imaginer quand même à ce moment-là, c'était Bottas. Alors, on ne va pas dire que c'est de faire de l'antisportif, mais tout simplement quand même Bottas étant deuxième de la course, il a quand même le droit de défendre sa place et de jouer la deuxième place au Grand Prix. Et il n'est pas censé se dire ça y est, c'est mort, de toute façon, je ne vais pas tenir. Donc, on pouvait quand même tout à fait imaginer qu'il arrive à tenir Verstappen un tour et demi. Et franchement, ça aurait… Le fameux tour et demi. Exactement. Je pense que ça aurait probablement suffi. Et ce qui a coûté la victoire quand même à Hamilton, c'est quand même l'erreur de Bottas. Parce que ça ne vient pas de l'attaque ni de quoi que ce soit. Bottas… il se loupe à signe, un peu tout seul. Ouais, il se loupe à la chicane. Oui, en fait, oui. Il se loupe à la chicane. Va freiner trop tard et il ouvre la porte à Verstappen. Là où on s'est dit, et il ne pouvait pas passer. Verstappen était trop loin. Enfin, non, franchement, là, Donc du coup, tu me dis que quand Bottas à la radio hurle en disant les gars, personne ne m'écoute dans cette équipe, je vous avais dit qu'il fallait pas faire une putain de stratégie. Pourquoi personne m'écoute? Tu réagis comment là? Ah non mais. Enfin, moi, ça n'engage que moi, hein, mais c'est-à-dire que quand on vient de faire une boulette comme ça et qu'on vient d'ouvrir la porte à Verstappen pour que Verstappen aille se faire, enfin, que Hamilton après se fasse bouffer, j'aurais une tendance à être un peu profil bas. Perso, je pense pas qu'il était dans une position à venir engueuler son équipe à la radio, aux oreilles du monde entier. Je pense que là, moi, de mon point de vue, hein, et on te le demande, je pense que la situation ou le renouvellement de son contrat, alors soit il le sait, c'est mort, et auquel cas les langues se délient et il a envie de dire ce qu'il a envie de dire, et voilà. Mais franchement, au vu de trois éléments depuis le début de l'année, il marque franchement le pas avec Hamilton. Là, la boulette, l'engueulade à la radio aux oreilles du monde entier, ça finit par faire beaucoup. Enfin, moi, je suis le patron de Mercedes. Je pense que la décision, elle a été prise au Grand Prix de France. Alors, cela étant, donc, c'est passé pour les Red Bull, mais il y a encore évidemment Hamilton à aller chercher. Moi, je te le dis franchement, de mémoire, à 5 tours de l'arrivée, ça stagne à 5 secondes. Moi, j'y crois plus. Je me dis, ça ne fera pas, Hamilton va réussir à bien gérer. Toi, tu anticipais plus que ça allait le faire? Mais alors moi, j'étais sûr qu'il allait remonter. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mais principalement déjà parce que il n'a pas stagné beaucoup. Et à un moment donné, il a pris du trafic. Et ça a stagné pendant 2 tours. Mais à la régulière, il revenait d'une seconde au tour quand même. Hein. Et que là quand on a vu qu'il restait 6-7 tours, qu'il y avait 5 secondes, qu'à un moment donné, il revenait d'une seconde et demie au tour, rien qu'au DRS, avec cette règle et cette technique du DRS, surtout au Castellet, c'est quand même assez facile d'être à moins d'une seconde à l'attaque de la ligne droite. Et là, franchement… avec le DRS, le moteur Honda qui marche franchement très très bien, on peut même pas bouchonner. C'est-à-dire que de toute façon, Hamilton, il se met à gauche, il va passer à droite, il reste à droite, Verstappen à gauche. Enfin, on l'a vu tout le Grand Prix que finalement, à partir du moment où il y avait 7-8 dixièmes à l'attaque du turn 7, excusez-moi, mais de l'attaque de la ligne droite, avec le DRS, ça passe de toute façon. Donc là, franchement… Alors c'est vrai que sur le canal, Jacques Villeneuve avait tendance à penser qu'il se dégradait trop chez Verstappen. Exactement. Il avait laissé passer sa chance en quelque sorte. Jacques a pensé là exactement. Où Julien Febro a absolument. plus pensé que ça allait. Et moi, j'étais complètement d'accord avec Febro parce que pour moi, je le voyais pas tenir. Il y avait vraiment un gap. Et encore une fois, à la fin, quand on sait qu'on se rapproche, il y a ce DRS qui permet au Castellet franchement de passer. Moi, j'étais franchement très inquiet et j'étais vraiment plutôt Febro, alors que je suis d'accord avec toi. Jacques Villeneuve avait exactement la même analyse que toi et lui était presque serein pour Hamilton.
Mais pourquoi aussi, je pense que Jacques, et moi, à mon modeste niveau, c'est qu'on anticipait le fait que c'est bien beau de revenir comme une balle sur son adversaire, encore faut-il le doubler. Alors tu viens de nous développer l'argument du DRS, qui effectivement est imparable. Mais j'imaginais, c'est vrai qu'Hamilton, peut-être, opposerait aussi un petit peu plus de résistance à Verstappen. Quel est ton avis là-dessus? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, alors, ce qu'il y a, c'est que le DRS, c'est un peu particulier au Castellet parce qu'il y a cette grande courbe qui est le virage 6 qui tombe sur le 7. Et étant une courbe qui est quand même assez large, on arrive à prendre des trajectoires un peu différentes. Et donc, on peut sacrifier un peu l'entrée, ressortir un petit peu plus à l'intérieur pour éviter d'être trop déventé. Et on arrive, on est vraiment déventé à partir de 6 dixièmes, 6-7 dixièmes. Sauf que là, il fallait être en dessous de la seconde. Et là, franchement, c'était pas très compliqué. Au Castellet, c'est pas compliqué de pouvoir se décaler un petit peu, de pas trop être déventé pour rentrer dans la seconde. Et à 8 dixièmes, on a vu que systématiquement, que ce soit avec les McLaren ou avec Gasly, systématiquement, lorsque à l'attaque de la ligne droite, c'est 8 dixièmes ou moins, avec le DRS, ça passe systématiquement. Donc, c'est un peu la configuration du circuit qui fait que… Mais il n'empêche que c'est vrai. En tout cas, moi, je me suis un peu posé la question. J'étais quand même assez étonné que Hamilton s'est décalé un peu vers la gauche. Il avait tout à fait la possibilité, et franchement, personne aurait été choqué qu'évidemment, il essaie de tenir sa place. Il est en train de jouer, il reste 2 tours, et il est en tête du Grand Prix. On ne peut pas lui en vouloir qu'il aille se mettre à gauche. Premièrement, c'est autorisé. Et qui force Verstappen à passer à droite. Et quand on voit le freinage et que c'est quand même assez serré et qu'ils arrivent vraiment à 2 de front, je pense que Hamilton, s'il était corde, je pense qu'il y avait tout à fait moyen, en tout cas pour ce tour-là, de tenir Verstappen. J'étais assez étonné, c'est vrai, assez étonné de voir que Hamilton se décale un petit peu à gauche. Il a encore tout à fait la possibilité d'aller fermer la porte à l'intérieur. Finalement, la laisse ouverte et n'oppose aucune résistance à Verstappen. Ça m'a donné un peu l'impression, parce que de vivre avec un casque sur la tête, on peut avoir… Parce que le Grand Prix a été très difficile, honnêtement, pour les 2 pilotes Mercedes. En tout cas, ils ont été dans un rythme d'intensité totale. Ça a été compliqué, avec une dégradation. Ils sont restés sur une stratégie, un arrêt. Ils ont subi quand même la situation. Ça a été dur face aux 2 Red Bull. Et ça m'a donné l'impression qu'Hamilton, un peu désabusé. Ouais. Voilà, mais a un peu lâché l'affaire, ça tu veux franchement, pour ne pas fermer la porte comme ça, à un moment, quand je l'ai vu ne pas opposer, vraiment, il n'y a eu aucune résistance. Il faut être clair, il n'a pas essayé. Je pense vraiment que la dégradation était tellement importante qu'il s'est dit de toute façon, s'il ne me passe pas là, il va me passer le tour d'après. Je pense qu'il s'est vraiment dit c'est impossible de le tenir. Ou un peu désabusé et de dire il y en a marre. Pourtant, je pense pas, je dis ça et je pense pas, parce qu'un garçon de ce calibre-là, normalement, ça n'a pas ce genre de raisonnement, mais depuis quelques Grands Prix, on voit bien qu'il y a quand même quelques commentaires ouverts et qui se posent des questions sur le rythme qu'ils ont perdu depuis 3-4 Grands Prix, quoi. Si on nous avait dit qu'au bout de 7 Grands Prix seulement, il y avait 12 points de retard pour Hamilton sur Verstappen au championnat et 37 de Mercedes sur Red Bull, c'est sûr qu'on n'aurait pas cru. Non. Et pourtant, c'est le cas. Non. Puis, c'est-à-dire que c'est pas forcément la première fois, mais par le passé, Mercedes a su réagir très très vite. Et là, il faut quand même admettre que depuis effectivement 3 Grands Prix, facile, on ne voit pas véritablement d'évolution sur la perfomoteur. Il semble se plaindre un peu de perfomoteur comparé au Honda. On ne voit pas de réaction ou d'évolution claire de Mercedes. Donc c'est vrai que là, ça va devenir quand même, je pense, un peu inquiétant, parce que c'est vrai que s'ils ne réagissent pas, Pérez fait un bon boulot, et je pense que le titre constructeur peut tout à fait échapper à Mercedes. Écoute, je profite de ta présence pour passer en revue, parce que c'était la grande affaire de ce Grand Prix de France. Ça a été ce duel fabuleux qui se double maintenant, et on l'a suffisamment dit, d'options stratégiques où on sait qu'ils ne seront pas au même niveau, les 2 équipes. C'est ça qui est génial, c'est une sorte de double duel. Il y a le duel sportif pilote contre pilote, mais il y a aussi un duel d'équipe avec 2 stratégies qui, quelque part, sont aussi
Sur le papier, honnêtement, faut être honnête, ça peut très bien fonctionner d'aller au bout du Grand Prix en ne s'arrêtant qu'une fois. Et ça peut aussi effectivement fonctionner en s'arrêtant une deuxième fois et en tentant de mettre tout le monde d'accord. Les deux stratégies sont opposées et elles sont, chacune des équipes l'utilise. C'est génial parce qu'il y a une vraie opposition de style. Hein. Ça, c'est vrai que là, on a... Et la preuve, les deux, honnêtement, c'est facile de dire après, il fallait faire ça, il fallait faire ci, mais encore une fois, on est en train de parler de 2 tours. Oui, c'est ça. Sur 55 tours. Tour et demi. Ouais. On peut pas, c'est quand même dit, on peut difficilement dire il y avait la bonne et la mauvaise, même si au bout il y a une victoire, ça se joue tellement à rien. Sur 55 tours, franchement, les deux stratégies se valent. Si on se met à la place des ingénieurs et même des ordinateurs, il faut savoir anticiper la dégradation des pneus, ce qui n'est pas possible. On peut éventuellement… le trafic, on peut pas tout deviner non plus. Elle est ajustée, cette stratégie, par les ordinateurs et les logiciels qu'ils ont en place. Chaque tour, la stratégie, elle est remise en question avec le rythme. Les logiciels sont capables de prendre en ligne de compte chaque tour, la dégradation et le lap time des autres pour savoir les stratégies des uns et des autres. Mais quand on voit 1 tour et demi à la fin du Grand Prix, c'est quand même, ça aurait très bien pu le faire en faveur d'Hamilton.